En fait, j'avais 24 heures sur 24 l'impression d'être brûlée vive. C'est même pas... Souvent, on fait évaluer la douleur de 0 à 10, mais là, on n'était plus dans l'échelle, en fait. J'en pouvais plus, je dormais plus, je mangeais très peu. Vraiment, j'étais un peu un mort-vivant, quoi. J'en pouvais plus. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as aujourd'hui et nous parler un peu de la jeune fille jeune fille que tu étais? Ok, donc alors j'ai 25 ans, la jeune fille que j'étais... Alors, j'étais une jeune fille très sportive. Je faisais beaucoup de sport, j'ai fait du sport en compétition, j'ai fait de la piscine et beaucoup de ski aussi. Et j'étais très sociale. Après, j'ai toujours été assez différente comme personne, un peu dans mon monde, on va dire, en même temps. Très hyperactive, etc. Voilà, j'ai toujours été un peu à faire 50 000 choses. Ça a toujours été ma façon d'être. Et j'ai toujours aimé le dessin depuis très, très, très longtemps. Je pense qu'aussi loin que je me souvienne, je dessine. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 demi-sœurs du côté de mon papa et un demi-frère. Et du côté de ma maman, je suis toute seule. Et on n'a pas vraiment grandi ensemble, vu qu'ils vivent dans un autre coin de la France. Mais on est quand même assez proches. Voilà, je suis en bon lien avec ma famille. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance, j'ai eu beaucoup de chance, surtout du côté de mes grands-parents. Je suis extrêmement proche de mes grands-parents paternels. Mon grand-père, c'est comme mon papa. Et ma grand-mère, c'est comme ma maman. En fait, ils sont vraiment très proche de moi, en plus de mes parents, avec qui je suis proche aussi, donc j'ai de la chance sur ça. Beaucoup entourée dans l'enfance, en tout cas. Est-ce que tu peux me raconter un épisode fondateur dans ta vie qui arrive alors que tu es lycéenne et que tu as 15 ou 16 ans, je crois? Alors, lorsque j'avais 16 ans, j'ai été opérée en urgence et cette opération a changé ma vie, on peut dire. En fait, j'ai commencé à avoir mal, mais bon, j'étais pas... je veux dire, je faisais du sport, donc quand t'as mal, tu t'inquiètes pas tout de suite. Et c'est vrai que j'étais en très bonne santé de base, donc je m'étais jamais souciée de ça. Et à un moment, je sens la douleur qui vient de plus en plus forte et je commence à avoir envie de vomir, etc. Je me rappelle de ça. Et donc, je suis allée aux urgences. Ma mère m'a emmenée aux urgences parce que ça commençait à vraiment ne plus aller du tout. Et voilà, c'est un peu entré comme ça, un peu... Ouais, c'est arrivé d'un coup dans ma vie. Il n'y avait pas eu de signe annonciateur. Et aux urgences, ils te disent quoi? Donc, ma mère m'a emmenée aux urgences, initialement dans une clinique. Au final, ils pouvaient pas m'opérer parce que c'était un week-end. Et donc, on m'a transférée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital... Problème, le bloc était cassé. C'est un concept. Et donc, en fait, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs jours, je dirais 2-3 jours, sous antibiotiques. Et au final, ils ont dû rapprocher l'opération, on va dire, parce que initialement, donc, j'avais une appendicite, quelque chose d'assez simple, et ça s'est transformé progressivement en péritonite à cause du délai, on va dire, opératoire. En plus, déjà du fait que j'avais dû aller aux urgences, que j'avais pas pu être opérée là-bas, que donc on m'a transférée à l'hôpital. C'est vrai que ça a pris du temps et au final j'ai été opérée à 2h du matin en pleine nuit. Voilà, un mardi. Je me souviens que c'était un mardi. En avril. T'as eu peur de l'opération? Non, en fait, je pense que j'étais un peu sonnée par tout ce qui se passait. Je comprenais pas trop, on m'avait pas expliqué grand-chose. J'avais même pas vu le chirurgien qui allait m'opérer, en fait, donc je savais pas.
Non, franchement, c'était juste étrange, un peu comme projeté dans un autre monde, hors de la vie de la lycéenne que j'étais. Je sais que je passais mon bac de français, je pense, un mois après de base. Donc, j'étais pas du tout... Non, j'étais pas inquiète, mais j'étais plutôt dans l'incompréhension. J'avais ma mère qui restait avec moi tout le temps de cette hospitalisation. Et après aussi, j'ai été réhospitalisée. Et ça, c'est vrai qu'elle a toujours été là, à mes côtés. Donc non, j'étais pas inquiète. Par contre, je pense que j'étais vraiment un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu te réveilles? Ouais. Et là, j'ai très très mal, mais juste vraiment de façon assez extrême. Donc j'ai eu 2 blocs nerveux, c'est-à-dire qu'on m'a fait des injections d'anesthésiant en profondeur. Pour te soulager? Ouais, c'est donc, ça. Donc, il te croit quand tu dis que tu as mal? Oui, sur le coup, à l'aigu, oui, tout de suite, hein, on me fait... en fait, on m'a mis plusieurs doses de morphine et ça marchait pas du tout. En intraveineux, ça marchait pas, ça faisait rien. Donc, après, on est passé à ça pour justement endormir, en fait, tout l'abdomen pour essayer de soulager. Ça a duré quelques heures, l'efficacité, et après, c'est parti. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as des douleurs comme ça atroces? Alors, déjà, ce qui a été très particulier, c'est qu'en fait, malgré la douleur, le mercredi matin, et malgré le fait que j'ai été opérée à 2h du matin, on m'a demandé de sortir. Et ma mère était un peu dans tous ses états, en mode, mais vous voyez pas, elle a super mal et tout. Mais en fait, ce qui était très particulier, c'est qu'ils avaient plus de place dans le service initialement, donc on m'avait opérée, on m'avait hospitalisée en chirurgie, comment on appelle ça? Alors, ils m'ont hospitalisée en chirurgie esthétique, en fait. J'étais opérée en digestif, mais vu qu'ils n'avaient pas de place, ils m'avaient mis là-bas. Et donc, en fait, ils n'avaient pas de lit et ils voulaient juste que je m'en aille, en fait. Donc le mercredi matin, en gros, ils ont débarqué dans la chambre, ils ont dit, il faut partir. Ma mère était en mode, là, elle peut pas bouger, elle a super mal. Donc, ils m'ont gardée une nuit quand même. Parce que ma maman, quand elle dit non, t'as pas envie d'aller contre son nom. Mais on aime les mamans pour ça. Ouais, c'est ça. Et donc après le jeudi, je suis rentrée chez moi. Je me rappelle que j'avais très mal. En plus, je vivais au 3e étage sans ascenseur à l'époque. Voilà. Mais non, ça s'est un peu installé comme ça. La douleur était là. Bon, c'est normal, on se dit, en post-opératoire, il y a la douleur, elle est aiguë. Bon, on m'a donné un peu des antalgiques. Le problème, c'est que une semaine après, c'était toujours catastrophique. Donc, je suis retournée aux urgences. Aux urgences, ils m'avaient fait un examen pour voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait un liquide un peu anormal, etc. Donc, ils m'ont gardé quelques jours, toujours des antalgiques. Et après, je suis rentrée chez moi. Voilà. À ce moment-là, j'ai rencontré pour la première fois le chirurgien qui m'a opérée. Je l'avais jamais rencontré. Quand je me suis endormie, il était pas là, donc c'est vrai que c'est la première fois que je l'ai vu dans cette hospitalisation-là, parce que la chose très particulière, c'est qu'il voulait pas me voir en post-opératoire. C'était très étrange. Ouais, c'était une histoire assez folle. En fait, j'avais pas de suivi post-opératoire prévu. Il voulait pas me voir. Et quand j'ai été hospitalisée, ma mère, elle est allée quand même toquer à sa secrétaire en disant elle est là, ça va pas, on comprend pas ce qui se passe, voilà, il faudrait quand même qu'elle vous voie. Normalement, c'est obligatoire, quoi, un suivi post-op. Mais non, il avait pas envie, donc bon, il a été un peu traîné de force après, à la fin. En fait, pour avoir un suivi post-op, mes parents ont dû solliciter l'ordre, en fait, des médecins. Ah oui, carrément. Ah oui, non, il voulait pas me voir. Mais je ne sais pas pourquoi. Et donc finalement, il t'a vu contraint et forcé? Contraint et forcé. Il m'a vu, il était venu me voir quand même dans la chambre d'hôpital quand j'étais hospitalisée la 2e fois. Pour me dire, alors j'ai rien compris à son explication à l'époque, je m'en rappelle encore. Il était face à moi, donc moi j'étais allongée, et je me rappelle qu'il me disait, oui, la douleur c'est comme un ballon, ça monte, ça descend, il faut appuyer dessus. Bref, j'ai rien compris. Vraiment, il m'avait pris une image, mais trop chelou. En plus, bon, c'était quelqu'un d'assez suffisant, comme on dit, dans le sens que, alors, ce qui est très particulier, c'est que
durant l'opération, je me souviens m'être endormie, d'avoir vu l'interne. Et le chirurgien qui m'a opéré en théorie, c'est le professeur qui était là cette nuit-là. Bon, personne n'y croit trop, on va pas se mentir. Non, mais il faut dire les choses. Tu penses que ce n'est pas lui qui t'a opéré? Non, bah, un peu tout le monde le sait. Bah, je veux dire, c'est un peu un secret de polichinelle, on va dire, dans le sens que c'est pas moi qui viendrais opérer. Je veux dire, j'avais une appendicite, c'est pas non plus le truc super méga compliqué. Je l'ai jamais vu avant l'opération, je l'ai jamais vu après, je l'ai jamais vu après non plus. Au final, il voulait pas me voir. Voilà, c'était un peu... J'avais un peu l'impression qu'on avait mis son nom parce qu'il fallait le mettre, voilà. Mais lui, il a jamais voulu s'en soucier. Et clairement, et c'est ce qu'il m'a un peu dit, une fois, il m'a dit non, mais vous croyez vraiment que pour une vulgaire appendicite, je vais me bouger en post-op, quoi. En gros, il m'a un peu dit ça. Il voulait pas me voir parce qu'il trouvait pas ça intéressant, que ça l'intéressait pas. Donc, j'imagine bien que c'est l'interne que j'ai rencontré cette nuit-là, que elle était là, et je pense que c'est elle qui a opéré, quoi. Et t'as une explication à tes douleurs hors normes? Sur le moment, non. On m'explique pas. Non, lui, de base... Ouais, non, à part cette explication du ballon qu'il m'a donnée, que j'ai jamais qui n'est pas une explication. Le fait que, bon, il avait cette histoire de liquide, mais on m'a rien dit de plus vraiment. Non, il y avait pas vraiment d'explication. On m'a donné des antalgiques, bah, comme on les connaît tous, les trucs opioïdes. Et voilà. Non, j'y avais pas grand-chose. Et moi, j'avoue que je comprenais pas, mais que j'étais pas forcément dans peut-être la demande de comprendre, dans le sens que j'étais pas du genre à aller vouloir demander des examens ou quoi que ce soit. Ma mère plus, mais moi j'étais, je pense, un peu sonnée par tout ce qui... T'as 16 ans surtout. Oui, c'est ça. Oui, et après moi je devais passer mon bac de français, donc j'étais super en mode bah il faut quand même que j'aille au lycée, même si j'arrive pas et tout. Donc c'était un peu une situation, bah on arrive le flot des informations comme ça, on les encaisse et voilà. Lui, le chir très vite. Je pense la première fois qu'il m'a vraiment fait une consulte et pas ce moment un peu bizarre dans la chambre où je comprends rien à ce qui se passe. Cette consulte-là, bah, ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est en gros, c'est un peu dans votre tête, quoi. Vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous êtes stressée. Ah, il t'a dit ça, vous êtes ouais, stressée? Il m'a dit non, mais vous êtes jeune, oui. Ouais, voilà, il m'a un peu pris de haut en disant bah vous avez mal, genre c'est un peu normal, voilà. Vous êtes sensible, quoi. Ouais, en gros c'est ça. Et après je sais qu'une fois il m'avait fait venir en disant à mes parents qu'il allait m'examiner, etc., qu'on allait m'hospitaliser. Et en fait je suis arrivée, c'était une psychiatre, il m'a fait évaluer. Il t'a fait un guet-apens pour... Ah ouais. Et alors cette psychiatre, il ressort quoi de cette évaluation? Bah que je suis bien dans ma peau, dans mes baskets, que je vais bien, bah aussi bien qu'on peut aller en ayant mal, mais niveau moral, j'allais très bien en fait. Et elle a dit bah moi je peux rien faire pour elle, c'est pas ma spé, quoi. Je suis pas chirurgien viscéral. Elle va bien, elle est pas anxieuse, elle a un entourage familial qui est présent pour la soutenir. Moi, j'ai rien à faire là, quoi, en gros. Et donc, bah, l'évaluation a servi pas à grand chose, à part que, bah, je lui ai raconté ma vie et que voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, bah, forcément, il avait un peu perdu son petit argument. Donc, il disait, oui, non, mais bon, après, les psychiatres, ils peuvent se tromper, tu vois. Vraiment, c'était un peu... Alors que les chirurgiens, non. Non, c'est sûr. Surtout quand ils sont professeurs. Non, mais ouais, je sais pas. C'était vraiment... c'est un homme que j'ai jamais trop compris parce que déjà, le fait qu'il veuille pas me rencontrer en post-op, c'était un peu incompréhensible pour tout le monde parce que, bah, en fait, les douleurs, elles étaient là, mais personne n'est jamais venu dire que c'était une erreur. En fait, on n'a pas du tout... je veux dire, on n'était pas dans cette revendication-là de l'erreur médicale ou quoi. Bah... Moi, je voulais juste avoir... La priorité, c'est de te soulager. Voilà, c'est ça, exactement. Mais lui, c'est toujours un peu braqué comme ça. Voilà, il était un peu braqué. Et surtout, le fait que, bah, comme je disais, mon père et mes frères et sœurs vivent dans une autre région. Donc, ma mère c'était elle, en fait, qui gérait la situation. Et, bah, on sait quand même que le milieu médical est quand même assez sexiste. Et je trouve, en tout cas,
que moi, je l'ai beaucoup ressenti par rapport à comment on s'adressait à ma maman. Un peu en mode, non, mais vous êtes hystérique, genre un peu limite ça, quoi. Et donc, c'est vrai que cette période-là, moi, je l'ai un peu suivie de loin. À part ce guet-apens que, franchement, ça m'a marqué. Surtout, on a dit on spoilait pas, donc je ne spoil pas. Mais c'est vrai que, voilà, ça m'a marqué. Cet homme-là, je l'ai revu plusieurs fois. À un moment, il a quand même avoué, entre deux mots, entre deux phrases, il m'a dit oui, peut-être après en passant les instruments, j'ai peut-être coupé un air, voilà. En gros, entre deux. C'est gigantesque. Ouais, entre deux, il m'a balancé ça un peu au bord des lèvres et donc depuis, moi j'y m'étais un peu accrochée à ça entre guillemets. C'était une réponse que j'avais. En fait, la particularité, c'est que dès le début, j'ai eu 2 types de douleurs très différentes et c'est ça qui a fait poser aussi beaucoup de questions et qui a beaucoup perdu les médecins, c'est qu'en fait, j'ai eu des douleurs type de brûlure, décharge électrique, picotement, fourmillement. Donc ça, très vite, on m'a dit, c'est douleurs type neuropathique, qui étaient situées plutôt à gauche et voilà. Donc ça, on m'avait dit justement, peut-être que en passant les instruments, il a coupé un nerf, voilà. C'est l'explication qui est ressortie de ces douleurs neuropathiques-là. Et à côté de ça, j'avais des douleurs plutôt digestives, à base de plutôt déchirements, on va dire arrachement interne. Je sais pas trop comment expliquer, mais ça donne vraiment comme si on prenait mon intestin et qu'à l'intérieur, on le grattait. C'est très étrange. Ça fait très mal, mais c'est une sensation aussi un peu bizarre. Voilà. En fait, ces douleurs digestives-là, elles ont jamais trop été comprises dans le sens que en fait j'avais pas de troubles digestifs par ailleurs. En fait, j'ai vraiment mon seul symptôme au quotidien, en fait, ça a toujours été la douleur. Je n'ai rien d'autre entre guillemets à part ce qui est hérité des effets secondaires des médicaments. Mais voilà, donc en fait j'avais juste super mal, l'impression qu'on m'arrachait l'intestin, mais bon, c'était comme ça entre guillemets, il y avait pas d'explication et il y en a toujours pas vraiment aujourd'hui et c'est des douleurs que j'ai toujours Et donc, voilà, j'ai pris cette explication-là qui m'a un peu balancée comme ça. Et je me suis un peu accrochée à ce que j'ai pu. On m'a très vite quand même envoyé voir un médecin de la douleur. Parce que, comme je le dis très bien, ça a toujours été le seul symptôme, en fait, à ce moment-là. Le pire, c'est que j'étais même pas fatiguée parce que les médicaments, je les supportais plutôt bien. Donc, juste, j'avais très, très mal et voilà, donc je me suis retrouvée face à un médecin de la douleur. Tu as quel âge à ce moment-là ? Je pense que je venais d'avoir 17 ans. Je me retrouve face à un médecin de la douleur très gentil, très compréhensif, mais qui lui me dit, alors honnêtement, je sais pas. Il me dit, je sais pas quoi faire. Il me dit, parce que j'avais déjà eu un peu les médicaments, on m'avait déjà introduit un peu les médicaments des douleurs neuropathiques. Qu'on connaît bien, c'est souvent des antidépresseurs, des antiépileptiques qu'on détourne parce qu'ils ont une action sur la modulation de la douleur. Mais ça fonctionnait pas. Et lui, il était en mode, moi, je peux pas faire grand chose de plus que ça. Et il me dit, je pense pas que c'est très adapté dans votre cas. Parce que les douleurs à type, justement, que je dis digestives, mais c'est plus, interne, on va dire. Lui, il savait pas comment les gérer et c'était quand même une grosse part des douleurs. Donc, il m'a envoyé voir une anesthésiste. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit vous allez voir, elle est très forte. Par contre, elle est très spéciale. J'ai dit ah bon, ça veut dire quoi ça ? J'ai compris après, mais voilà. Donc, il m'a envoyé voir cette anesthésiste qui est aussi médecin de la douleur, qui est chef de service, et elle m'a dit on va faire des blocs nerveux. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? C'est encore une fois des piqûres d'anesthésiant dans l'abdomen. Et ça avait pas fonctionné à l'époque. Par contre, ça s'est vraiment très, très, très mal passé. C'est-à-dire ? Elle m'a hurlé dessus, en fait, pendant le geste. Ouais, c'était... En fait, elle a piqué, mais elle voulait pas faire avec l'échographie. Elle avait pas d'échographie, elle voulait faire assez vite, je me souviens. Et donc, en fait, elle arrivait pas à trouver le nerf, en fait, qu'elle devait piquer. Parce qu'en fait, il faut piquer à proximité du nerf pour que ça l'endorme. Et donc, en gros, elle s'est un peu acharnée sur
sur mon abdomen. Et donc, elle me faisait super mal. Et donc, moi, je lui ai dit à un moment, stop. À un moment, je lui ai dit stop. Je lui ai dit non, je peux plus. Là, j'ai trop mal. Arrêtez. Et en fait, au lieu d'arrêter, elle a continué et elle m'a dit non, mais vous bougez trop, c'est pour ça que j'y arrive pas. Arrêtez de bouger. Vraiment, elle m'a crié dessus, en fait. Et moi, j'étais en mode what? Je comprends pas. Et voilà, donc ça s'est très mal passé, ça a pas fonctionné. Le pire, c'est que là qu'on voit que à ce moment-là, je suis désespérée, en fait. À ce moment-là, je sais plus quoi faire. On me balade un peu parce qu'on m'a fait voir plein de gens, plein de médecins, plein de professeurs, de chefs. Voilà, j'ai tourné beaucoup. Chacun un peu se passer la balle comme ça. Moi, j'étais en mode c'est moi la balle. Je comprends rien, voilà. Juste le neuropathique, j'avais compris un petit peu parce que ça, on m'avait quand même un petit peu expliqué, mais c'est tout. Et voilà, donc moi, j'étais désespérée, donc je suis retournée la voir pour la deuxième injection, qui n'a pas fonctionné non plus. Toujours pas d'échographie pour le faire, voilà. Donc ça c'est. Je me rappelle qu'après, quand ça a pas marché, elle m'a dit non, mais de toute façon, vous faites pas assez d'efforts. D'accord, je fais pas. Quelle violence. C'est surtout que aujourd'hui, déjà sur le coup, j'ai pas compris. Mais aujourd'hui, je me dis, quand tu vas faire une infiltration à quelqu'un, déjà que tu lui fais super mal et qu'il a la gentillesse de te laisser faire, c'est qu'il fait déjà des efforts, mais c'est surtout qu'est-ce que tu veux faire pour faire marcher ça. En fait, je veux dire, c'est pas une question de. Quand on nous demande de répéter des exercices à la maison, on va dire que ça demande de la rigueur, de machin. Mais là, j'étais en mode. Bon, donc voilà, très vite après, elle a arrêté le suivi, elle m'a dit je peux plus rien faire. Donc ça s'est arrêté là. À partir de ça, j'ai beaucoup caché mes douleurs neuropathiques parce que les infiltrations c'était pour celles-ci. Comment ça tu les as cachées ? Dans le sens que j'en parlais très peu, j'en parlais pas aux médecins vraiment, je parlais plus des douleurs digestives. Elles étaient toujours là, mais en fait, cette expérience m'avait beaucoup traumatisée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à ce vécu de cette femme, en fait, avec qui ça s'est très mal passé. Mais sur le coup, ouais, j'étais traumatisée et donc j'ai un peu intériorisé ça par le fait de nier mes douleurs neuropathiques parce que c'était pour ça qu'on avait traité. Et vu qu'elle me disait que je faisais pas assez d'efforts pour que les traitements fonctionnent, en fait, j'ai intériorisé le truc et je me disais, elles sont pas là, voilà, je les niais un peu. Notamment, après, on m'a fait rencontrer un autre médecin de la douleur, un professeur, chef de service, etc. Et je sais que quand il avait fait l'évaluation, je me rappelle encore, parce que pour détecter les douleurs neuropathiques, il y a un questionnaire qui s'appelle le DN4. On pose 4 questions aux patients, en fait, et en fonction des réponses, ça nous aide à savoir s'il a des douleurs neuropathiques. Le mien est très positif depuis toujours, mais je sais que je l'avais faussement rendu négatif à l'époque. T'as triché? Ouais, en fait, je lui avais dit, non, j'ai pas menti sur les caractéristiques des douleurs. Je lui ai juste dit, non, ça sert à rien. Il est négatif. Et lui, il avait pas envie de se casser la tête. De toute façon, je l'ai découvert après. Et donc, il a pas posé les questions. En fait, il a juste dit, ouais. Et il a posé à côté. Donc, il avait retenu que c'était nec, je crois. Mais il avait pas cherché. En fait, il m'avait pas examiné. Je veux dire, il aurait cherché, il aurait vu. Parce que, par exemple, depuis l'opération, j'ai une très forte allodynie. Ça veut dire qu'en gros, dès qu'on touche ma peau, qu'on frotte ou quoi, ça me fait super mal, en fait. Donc, même les vêtements, les tissus, les draps, tout, même mon t-shirt, ça brûle, en fait, ça augmente mes brûlures. Et donc, quand on m'examine, ça se voit tellement parce qu'en fait, ça me fait super mal, en fait, même, parce que souvent, on utilise un petit pinceau pour toucher la peau pour voir si ça fait mal. Mais moi, ça me fait des douleurs horribles. Donc, je bondis, quoi. Donc, s'il m'avait examiné, il l'aurait vu. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais plutôt en mode, j'avais plutôt envie de mettre ça de côté, d'essayer d'oublier. Mais est-ce qu'on peut vraiment oublier la douleur? Je pense pas. Donc voilà, donc j'ai essayé de continuer ma vie un petit peu. Forcément, j'avais besoin de beaucoup d'aménagement. J'avais 17 ans, j'allais passer mon bac. Je me rappelle, je passais mon bac S. J'arrivais pas à aller j'arrivais pas à aller à l'école, en fait. J'allais pas au lycée. Et t'as eu ton bac?
Ouais, j'ai eu mon bac avec mention, heureusement, pour aller en médecine ensuite, mais en fait, j'y allais D'ailleurs, jamais. c'est pas un hasard, j'imagine, que t'aies choisi médecine. Non, non, non. Bah, en fait, pour le coup, c'est en lien avec le chir qui m'a opérée. Je me rappelle que c'est à cause de lui que j'ai commencé à y réfléchir. Parce qu'en fait, j'ai jamais compris pourquoi il était si exécrable. Et je me suis toujours dit, je vais faire médecine pour que mes patients vivent pas ce que moi j'ai vécu, parce que moi, je serais pas comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis d'abord tournée vers la médecine. Avant, je voulais faire prof de sport. Donc, ça avait aucun rapport. Mais voilà. Après, j'y pensais déjà un petit peu, mais c'était vraiment... Moi, je sais que ce qui me faisait très peur, c'était la longueur des études. Mais le jour où j'ai été opérée et le jour où bah, c'est devenu ma vie, entre guillemets, d'être malade, d'être dans les hôpitaux, voilà, il y avait toujours l'école, les amis, mais les amis sont rares dans ces moments. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont laissé. Ça a été violent, ça aussi. Hein. Je me rappelle, j'avais 16-17 ans. Il y a un ami qui est resté à mes côtés dans ce moment-là. Tous les autres, je les ai plus vus. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a donné une envie de comprendre, d'aller voir et surtout d'aider en fait les gens qui vivaient la même chose que moi. Donc bah j'ai passé mon bac. On m'avait dit passez-le en 2 ans parce que en fait j'étais censée être à mi-temps à l'école tous les matins, mais j'y allais pas tous les matins. J'y allais, je devais y aller 2 matinées par semaine, un truc comme ça. Mais bon, au final, j'ai passé mon bac et je l'ai eu. Et donc, bah, je suis rentrée à la fac. J'ai été prise à la Sorbonne, à Paris. Et bah, c'était le moment de passer le concours de la première année de médecine. Et comment il s'est passé? Alors, déjà, moi, j'ai fait partie d'une réforme un peu étrange qui a duré 1 an ou 2, je crois. En gros, on n'avait plus le droit de redoubler. Ouais. On devait passer le concours, l'écrit. Après, il y avait un oral. Et si on n'avait pas l'oral, c'était fini. Mais si on avait l'écrit dès le début, on n'avait pas à faire l'oral. En gros, c'était l'oral, c'était un peu le repêchage entre guillemets. Et en fait, moi, j'étais très contente d'être prise à la Sorbonne parce que je sais pas comment ça marche aujourd'hui parce que ça fait longtemps maintenant. Ça va faire 7 ans. C'était la seule à l'époque qui proposait les cours en distanciel, en fait, l'enregistrement des cours. Et donc ça, c'était bingo pour moi parce que je pouvais pas y aller. Donc j'avais même pas demandé d'aménagement à l'époque parce que bah en fait j'étais chez moi. Donc quand je suis chez moi, je gère. Souvent je travaille de nuit parce que c'est là où les douleurs sont le plus fortes, donc j'arrive pas à dormir. Donc voilà. Et en fait j'ai passé mon concours de façon assez... Franchement, j'ai beaucoup aimé cette période, je dois être une des rares, mais le fait d'être dans mes livres chez moi et d'être à mon rythme en fait, qu'il y avait plus personne trop pour venir me dire fais ci, fais ça. Parce qu'au lycée, ça a été super dur, en fait. Les profs, ils comprennent pas. J'avais une prof qui m'avait mis un 0, en fait, parce que, comme note générale, parce que, en fait, bah, on m'avait enlevé son cours parce que je pouvais pas y aller. En fait, c'était les après-midi, je pouvais pas y aller. Et elle, au lieu, bah, de m'être absente, ce qui était la réalité, bah, elle m'a mis un 0. Voilà, sur ma moyenne générale. J'ai un prof une fois qui m'a dit ah non, mais vous faites pas assez d'efforts. Vous croyez vraiment je vais vous prendre les cours et tout, j'ai que ça à faire. Bah, gardez les feuilles, quoi. Il voulait pas garder les feuilles pour que je les récupère. Et il me dit non, mais moi aussi j'ai des problèmes de santé et c'est pas pour ça que j'en fais tout un truc. Moi aussi j'ai été opérée. En gros, voilà, vu que bah moi c'est une opération, c'est souvent minimisé. Hein, voilà, souvent on me dit ah mais cette opération c'était rien. Oh c'est bon. Voilà. Et donc bah le lycée ça a été très compliqué. Et c'est pour ça que la fac j'étais contente d'être autonome. Et donc comment se passe en termes de santé et de recherche d'explications et de solutions les années qui suivent et jusqu'à aujourd'hui? Alors, le diagnostic, alors après avoir vu ce médecin-là, anesthésiste pour les blocs, on m'a surtout orientée voir des gastro-entérologues. C'est surtout eux qui ont repris la main pendant un temps. Mais alors, eux étaient complètement dépassés. Eux savaient pas du tout quoi faire. On m'a fait voir... vraiment, j'ai rencontré des médecins qui étaient, pour le coup, gentils. Sûrement très bons dans ce qu'ils faisaient. J'ai rencontré 2 chefs de service, professeurs, etc. Mais en fait, c'était pas leur spécialité. En fait, ils me disaient, alors oui, alors c'est au niveau de l'abdomen, on est d'accord sur ça, mais bah nous, on sait pas quoi faire. C'est de la douleur. Faut aller en douleur, en fait. En gros, il faut retourner en médecine de la douleur. C'est ce que t'as fait?
Oui, on m'a réorientée vers ça. J'ai gardé un suivi en gastro pendant un temps. Parce que pendant un temps, j'étais vraiment dans voilà, comme je disais, un peu dans ce déni du fait qu'il y avait que la douleur, en fait. C'était parce que la douleur, on a du mal à faire comprendre que c'est une maladie. Bien sûr. Et ses retentissements, etc. Et donc, c'est vrai, j'avais gardé, on essayait des traitements, mais je pense que, honnêtement, on les aurait pas essayés, ça aurait pas changé grand chose. J'avais du mal à comprendre, en fait. C'est vrai que quand il y a eu l'acceptation, justement un peu à cette période où je me suis retournée vers la médecine de la douleur, c'était en 2020, donc j'avais 20 ans. Facile. Et là, pour le coup, quand je suis arrivée chez le médecin, on a parlé un peu de tout. Voilà, j'étais encore un peu... j'avais du mal avec les douleurs neuropathiques encore à en parler. Mais on a essayé pas mal de traitements, qui n'ont pas fonctionné, en fait. Et il y avait plus de recherche d'explication, en fait. C'est comme un peu si le tourbillon de la douleur avait oublié le fait de chercher. Dans le sens qu'on a cherché, on m'a fait des scanners après l'opération, notamment on m'a beaucoup cherché une maladie de Crohn, etc. parce qu'ils pensaient, mais en fait non, ça correspondait pas du tout à mes symptômes. Donc voilà, on va dire que les gastro-entérologues ont cherché ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils connaissaient. Il y a des médecins qui par exemple, m'avaient parlé de l'intestin irritable et tout, mais en fait, à chaque fois, ils disaient, mais vous avez pas de troubles digestifs, donc on sait pas quoi faire de vous, un petit peu. Et surtout, il y avait le neuropathique, et c'est difficile, en fait, même pour moi, de faire la différence. Parce que voilà, bon, c'est sûr qu'il y a les brûlures, les décharges électriques, les picotements, les fourmillements, les déchirements, les crampes, mais aussi, dedans tout ça, il y a l'étau. Bref, il y a plein de sensations différentes et c'est tout au même endroit, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc je me suis tournée vers la médecine de la douleur. On a essayé des traitements. Malheureusement, la personne qui m'a prise en charge, ce professeur, ça s'est très mal passé sur le long terme, on va dire. En fait, il me croyait pas ou il minimisait, je sais pas trop, j'ai jamais trop su. Donc bon, c'était toujours un combat pour les médicaments, pour essayer de nouveaux traitements. J'ai essayé aussi beaucoup d'options non médicamenteuses pour essayer de trouver quelque chose qui pouvait me soulager, mais ça fonctionnait pas. Et donc en fait, après avoir essayé mais vraiment beaucoup, 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 on est un peu arrivé au truc. Il y a plus grand chose. Ce qui a été difficile aussi, c'est que pendant cette période, j'ai perdu beaucoup de poids. En 2020-2021, je fais 1m70, mon poids le plus bas, c'est 39 kilos. C'est un point où on est hospitalisé, j'imagine. Non. Alors, en thérapie peut-être, mais en tout cas, moi, non. En fait, j'avais pas de prise en charge en nutrition. Et pourquoi t'as perdu autant de poids ? Parce qu'en fait, j'ai une part de mes douleurs qui est aggravée par l'alimentation. Alors, les douleurs neuropathiques, non, mais les douleurs à type plutôt de déchirement et tout, l'alimentation joue beaucoup. Et donc, en fait, je voulais plus manger. J'arrivais plus, en fait. Je pouvais plus, j'avais trop mal et je voulais plus y toucher. En fait, je me battais quand même pour pas perdre de poids. J'ai pris beaucoup de compléments alimentaires hypercaloriques, etc. J'alertais beaucoup les médecins par rapport à ça en disant ça va pas, j'en peux plus. Je me rappelle, en fait, c'est mon concours de la première année de médecine. Bon, j'ai forcément mis beaucoup et je pense que j'ai trop forcé physiquement quand même si j'étais chez moi, de vouloir travailler régulièrement et tout, peut-être pas me reposer assez. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai vraiment eu les douleurs, elles ont augmenté. Après, elles sont revenues, on va dire un petit peu, mais j'ai eu vraiment 2-3 mois de très compliqués. Et en fait, j'ai pas arrêté à chaque fois de dire mais j'arrive plus à manger, je mange de moins en moins, etc. Et en fait, ça s'est un peu instauré dans le temps parce que les médecins disaient oh mais ça va, c'est pas grand chose. En gros, j'étais pas en surpoids, hein. J'ai toujours eu un poids dans ce qu'on considère aujourd'hui socialement, je pense dans la normale entre guillemets, même s'il y a pas de normes, on va dire, mais à la fin, ils se sont inquiétés quand je suis arrivée à ce poids-là, en gros. Quand j'ai fait 40 kilos pour 1m70. Ça a mis des années à en arriver là, hein. Je pense qu'il y a eu au moins 2 ans, parce que je me souviens que la fois où j'ai eu une prise en charge en nutrition, on était en 2022. Donc il s'est passé beaucoup de temps. Le médecin de la douleur, c'est justement lui qui, à un moment, a dit « Ah bah là, vous pouvez mourir, quoi. » J'étais en mode « Ah bah c'est pas comme si ça faisait pas 2 ans que
que je me plaignais de ne pas pouvoir manger. Parce qu'en fait, vu qu'aucun médicament ne fonctionnait sur les douleurs, le fait de sauter les repas était ce qui me soulageait le mieux au final. Et encore aujourd'hui, manger, c'est très, 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 très compliqué. C'est un combat de tous les jours. J'ai eu une prise en charge en nutrition qui m'a aidée à reprendre du poids. Après, cette prise en charge s'est faite de façon assez violente, on peut dire. C'est qu'en fait, le médecin de la douleur en question m'a fait du chantage, en fait. Il m'a dit que si je me forçais pas à manger, sachant que je mangeais, je me prenais des compléments hypercaloriques, je me battais et tout, mais je lui disais, mais j'en peux plus, j'ai trop mal. Et en gros, il m'a dit, si vous vous forcez pas, si vous faites pas plus d'efforts, on n'essayera plus aucun traitement pour vos douleurs. Donc, j'ai pas trop eu le choix de me faire encore plus mal pour reprendre du poids. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette période-là où je commençais à utiliser une béquille pour marcher parce qu'en fait, j'ai tellement mal que je me plie vers l'avant et que sinon, je rampe plus que je ne marche. Donc voilà. Mais en vrai, souvent, ce qui a été dur, c'est qu'après, quand j'ai repris du poids, on m'a dit « Ah, vous allez mieux ?» Non, j'ai toujours aussi mal. Juste, on va dire que je me fais encore plus mal au quotidien pour arriver à conserver un poids. Heureusement, la prise en charge en nutrition elle-même, on va dire, une fois dans le service, c'est bien passé. Ils ont été très gentils, très compréhensifs. Ils ont bien réussi à distinguer le fait que c'était pas le fait que je ne voulais pas manger, de part, par exemple, comme si j'avais une anorexie mentale ou quoi, parce que les médecins de la douleur, ils ont beaucoup joué sur ça aussi. Ils m'ont dit « Ouais, mais non, mais en fait, vous êtes dépressif, vous avez une anorexie, c'est pour ça que les douleurs sont là. » Voilà, mais en nutrition, pas du tout. Ils ont été très à l'écoute, très... Franchement, c'est là où je me suis sentie un peu le plus accompagnée. Alors, pour la douleur, ils pouvaient rien faire. Et c'était dur parce que, en fait, quand je leur disais que ça allait pas, voilà... Ils pouvaient pas. Après, j'ai jamais été hospitalisée. En fait, ça a toujours été la nutrition à la maison avec des compléments hypercaloriques parce qu'en fait, il fallait juste que j'aie super mal, quoi, pour passer le cap, on va dire. Donc, il y avait pas vraiment de prise en charge en plus à mettre en place. Et après, la vie a repris un peu son cours quand j'ai repris du poids en 2022 progressivement. Vers 2023, j'ai réussi à me stabiliser, on va dire, mi-2023, depuis ça va. Alors, il y a parfois des petits coups de... Quand vraiment ça va, les douleurs sont trop insupportables, ça redescend un peu, mais ça remonte. Voilà, mais... On a compris que la prise en charge par ce professeur a été assez erratique. Ouais, ça a été compliqué. Surtout que je me rappelle, à l'époque, en 2022, on m'avait dit de revoir un chirurgien. On m'avait dit, il faut revoir un chirurgien quand même, parce que tout est arrivé avec l'opération, on sait toujours pas trop ce qui se passe. Allez voir un chirurgien. Donc, j'ai vu un chirurgien premier qui m'a dit non, mais lui, il a pas pu se tromper en parlant de son collègue. Mais c'était pas le même hôpital, mais tous les deux... En gros, c'était un expert médical et en fait, il a à peine regardé le dossier, il a dit non, mais lui, il a pas pu faire d'erreur. Si c'était lui. Mais voilà, et donc... après, on m'a dit... En fait, à chaque fois que je voyais un chien, on me disait il faut peut-être voir celui qui vous a opéré. Donc en 2022, j'ai revu le chirurgien qui m'a opéré, le fameux professeur exécrable, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au début. Et je me rappellerai toute ma vie, quand je suis rentrée dans son bureau, la première chose qu'il m'a dit, c'est « J'imagine que vous n'êtes pas là pour me remercier. » Et moi, j'avoue que j'étais surprise, parce que je me disais « Mais... » Ça faisait déjà 5 ans. Moi, j'avoue que je l'avais un peu oublié. Voilà, c'était pas ma priorité de ma vie, mais lui avait l'air de très bien se souvenir voilà. Donc, il m'a dit ça et on s'est un peu pris la tête pendant le rendez-vous parce que, il était toujours dans l'idée, non, mais c'est dans votre tête, il y a rien, non, mais vous êtes trop stressé. Après, il était choqué parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand je le voyais et que justement, j'ai décidé de faire médecine, je lui avais dit, et il m'avait dit que j'y arriverais pas parce que je venais d'un milieu assez défavorisé, donc il y avait un peu ce préjugé, et il y a un médecin qui m'avait dit non, mais vous sortez pas d'une grande école, vous sortez d'un petit lycée comme ça, vous aurez pas, machin. Lui aussi, il avait un peu ses préjugés, et puis avec la douleur, on me disait vous allez jamais y arriver. Et là, quand je l'ai revu, en fait, j'étais en 4e année de médecine.
Donc ça avait été un peu un choc pour lui, vu qu'il n'y croyait pas. Mais bon, ce rendez-vous m'a pas servi à grand-chose, à part, voilà, le revoir. Et lui montrer que t'étais en 4e année de médecine. Bah, Quand même. ouais, c'était cool. Non, et après, je pense que au final, le fait qu'il ait réagi comme ça, de façon très brutale à ma venue, moi, franchement, j'étais venue en paix, entre guillemets. C'était juste parce qu'on m'avait dit, peut-être le revoir lui, parce que, lui, il était là et il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur et peut-être qu'il peut donner des pistes ou quoi. Donc moi, j'étais allée un peu, comme on dit, fleur au fusil. On m'a dit, allez, on va peut-être réfléchir. Et pas du tout. Il a pas du tout réfléchi. Il a juste dit, non, mais comment on appelle ça? C'est un truc qu'on utilisait beaucoup dans les années 1900 et tout, mais un syndrome de conversion. Je sais pas ce que ça veut dire. En gros, c'est le nouveau mot pour l'hystérie. En gros, que mon cerveau fabulait les symptômes et que c'était pas vrai. Mais lui, voilà, il l'a toujours plutôt assumé qu'il le pensait, hein. Sauf la fois où il m'a dit, ah non, mais c'est des douleurs neuropathiques. J'ai peut-être touché un nerf. Voilà. C'est la seule fois où il a reconnu que j'avais peut-être vraiment mal et que, mais c'est tout. Donc, alors, justement, récemment, t'as discuté avec quelqu'un qui t'a dit, mais il y a peut-être une solution en lien avec éventuellement ces nerfs qui ont été abîmés. Ouais, en fait, donc dans tout ce flow, etc., on est arrivé en 2023. Et en 2023, il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que je suis rentrée dans un protocole pour mes douleurs, à la fois pour le digestif et pour le neuropathique. Et en fait, ce protocole a décuplé mes douleurs. C'était pas prévu, c'était censé m'aider, mais franchement, honnêtement, pourtant, la chirurgie avait déjà beaucoup altéré ma qualité de vie, mais là, franchement, je suis passée en enfer, on va dire. J'avais l'impression d'être brûlée vive tout le temps, donc c'était horrible. Et donc, à partir de là, là, on va dire que je suis plus rentrée dans le combat. On va dire que pendant un moment, j'avais un peu baissé les bras. J'en pouvais plus. En fait, j'étais fatiguée de me battre avec les médecins, d'essayer de me faire entendre, d'avoir une prise en charge de mes douleurs qui fonctionne. Donc là, par contre, je suis rentrée un peu plus dans les médecins, en fait. Voilà, m'énerver, à leur dire, mais j'ai trop mal, j'en peux plus. D'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi où sont apparues mes premières idées suicidaires liées à la douleur. C'était en 2023 avec ce traitement. Et donc voilà, là, je sonnais l'alerte un peu partout. Voilà, je me suis j'ai essayé. Tu t'es déployée. Voilà, j'ai essayé. Et en fait, le professeur qui me prenait en charge, donc celui qui m'avait fait le chantage pour l'alimentation, etc., avec qui on n'arrivait pas à se mettre d'accord, où on avait essayé pas mal de traitements, mais il voulait plus rien faire. Et voilà, il me disait, acceptez de vivre avec, c'est comme ça. Et en fait, on a bien clashé, bien clashé. Et donc, il m'a mis dehors de son service, sans prise en charge pour mes douleurs, en gros, un peu du jour au lendemain, parce qu'il n'a pas apprécié que j'aille demander des avis ailleurs. En fait, c'est sur ça qu'on a clashé, parce que moi, forcément, j'ai été voir un neurochirurgien pour savoir si on pouvait pas... Parce qu'il y a des choses qui existent en neurochirurgie pour les douleurs neuropathiques, et vu que j'arrivais pas à faire avancer en médecine de la douleur, je me suis tournée vers ça, et ça l'a pas plu. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu d'un coup dehors. J'avais plus rien, juste mes traitements à domicile qui fonctionnaient pas du tout à l'époque. Et en fait, j'étais de plus en plus suicidaire aussi. Et après, Parce que tu te disais, c'est la seule solution pour plus avoir mal? Ah oui, ouais. En fait, oui, c'est ça, ne plus avoir mal, juste... ne plus avoir mal. En fait, il y avait rien qui fonctionnait et c'était permanent, en fait. À ce moment-là, de décembre 2023 à juin 2024, en fait, j'avais 24 heures sur 24 l'impression d'être brûlée vive. C'est même pas... Souvent, on fait évaluer la douleur de 0 à 10, mais là, on n'était plus dans l'échelle, en fait. J'en pouvais plus, je dormais plus, je mangeais très peu. Vraiment, j'étais un peu un mort-vivant, quoi. J'en pouvais plus. Heureusement, mon médecin généraliste a eu un peu pitié de moi, à force, après 6 mois. Et donc, il a passé mes médicaments qui étaient en oral, en intraveineux. Ça m'a changé la vie, quand même. Alors, on n'est pas revenu à l'avant-traitement qui a aggravé mes douleurs. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Mais ça a quand même apaisé les choses. Ça m'a permis de faire redescendre, justement, les idées suicidaires. On va dire que j'en ai plus que par intermittence pendant les pics douloureux et plus de façon continue. Parce que c'est vrai qu'après les rendez-vous médicaux en médecine de la douleur, il y a plusieurs fois où c'est pas passé là, hein, le train. Parce que j'en pouvais plus de plus être écoutée, en fait.
Et donc, là où, quand les traitements ont un peu réapaisé les choses, j'ai pu reprendre une recherche, on va dire. Et un peu par hasard, un jour, j'ai un médecin qui me dit « Ah, vous me faites penser à un syndrome rare. » Mais je crois que c'était même pas un médecin que je voyais en tant que médecin, c'était peut-être un collègue ou je sais plus qui m'avait parlé de ça. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, à un peu tirer le fil que j'avais. Et au final, ce fil, à un moment, est arrivé à... Et si on faisait une échographie, le truc un peu basique de la paroi, pour regarder ce qui se passe. Et donc, on m'a fait une échographie et on a vu qu'il y avait de la fibrose à différents endroits des muscles. Tu peux dire en 2 mots ce que c'est la fibrose ? C'est un tissu qui va rigide, qui s'est mis après l'opération, qui va comprimer en fait les structures, donc là, les nerfs, par... encore des blocs nerveux, ils ont réussi à montrer qu'en gros, cette fibrose-là comprimait mes nerfs. Donc en fait, le muscle de la paroi abdominale, au lieu d'être un muscle qui se contracte gentiment, bah il y a des zones où ça ne se contracte plus, ça appuie de façon permanente sur les sur les nerfs, pardon, ça appuie de façon permanente sur les nerfs. Et la problématique, c'est qu'en fait, quand je contracte mes abdos, ça contracte la fibrose qui appuie encore plus sur les nerfs. Donc en fait, dès que je contracter les abdos, on le fait toute la vie, tout le temps. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, là, pour enregistrer, j'arrivais pas à me mettre droite parce que ça contracte trop, donc ça me fait vraiment beaucoup trop mal. Donc c'est pour ça que je suis souvent en arrière sur les chaises pour essayer de décontracter au mieux. Mais voilà, c'est vrai que là, ce jour-là, j'ai enfin eu une question de pourquoi mes douleurs neuropathiques réagissaient tant aux contractions des abdos. Parce que c'est très bizarre. C'est pas quelque chose de très courant d'avoir des douleurs neuropathiques aggravées par la contraction des abdos. Et chez moi, c'est très, très, très flagrant. Donc c'est vrai que... Et donc, qu'est-ce qu'il y a une... Et une écho qui est faite, on voit ça. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais de ça ? On va dire que la personne qui a fait l'écho, elle m'a pas dit grand-chose, encore refaire des blocs nerveux, j'en ai fait des milliers, c'est bon, j'ai fait le tour de ce truc. Et il me disait refaire, mais ça fonctionne pas. Bah, ça marche 2 heures, même pas. Parfois, ça marche 15 minutes, quoi. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas d'intérêt. Et donc là, je commence à me renseigner, je discute avec une fille qui a... ce syndrome rare aussi, alors ça s'appelle acnès. Alors moi c'est une forme un peu atypique, on va dire. Je corresponds pas trop. Voilà, toujours ton intéressant. Voilà, c'est ça. Non, parce que normalement c'est des douleurs très localisées. Et moi pas du tout. Donc voilà, après il y a aussi eu les années, ce qu'on appelle hypersensibilisation centrale, ça veut dire que le système nerveux, à force d'être stimulé toujours par la douleur, en fait il se met à amplifier tout seul la douleur. En plus, le traitement que j'ai eu, qui a aggravé mes douleurs, il a beaucoup joué sur ça, parce que c'était un traitement qui agissait sur le système nerveux directement et pas, on va dire, au niveau des petites fibres périphériques. Donc voilà, c'est vrai que là, j'ai commencé à me tourner vers, je vais pas le dire en anglais, mais en gros, c'est compression des nerfs de la paroi antérieure ventrale, un truc comme ça, acnès. Et donc, là, j'ai rencontré une fille qui avait été opérée aux Pays-Bas. Elle a été diagnostiquée tout de suite après son opération. Parce que son chirurgien connaissait et ne lui a pas dit que c'était dans sa tête. Et donc, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit que ça l'avait beaucoup aidée. Et donc, j'ai commencé à chercher un chirurgien en France qui le faisait. Et un peu par hasard, je suis tombée sur un professeur qui sait faire cette opération. Sachant que j'avais déjà eu, parce qu'il y a un autre traitement qu'on fait parfois dans ce qu'on appelle la radiofréquence, c'est-à-dire aller brûler le nerf. J'ai déjà eu, ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, on a évoqué cette idée de l'opération. Elle est possible, donc c'est super. Après, il y a un petit problème que j'avais pas encore dit sur les réseaux. C'est qu'en fait, quand j'ai été réopérée là récemment pour mon bac, etc., en fait, j'ai encore développé des douleurs neuropathiques et post-opératoires chroniques. Et en fait, mon papa, quand il a été opéré 2 fois dans sa vie aussi. Et en fait, donc, on m'a dit que ça veut dire que si on réouvrait, peut-être que ça pourrait refaire encore. En gros, comme s'il y avait... Ça va faire du bien d'un côté, mais aggraver de l'autre. En fait, alors, ce qui est nul dans la vie, c'est que, ils travaillent sur... les gens qui travaillent sur les douleurs neuro-post-op, les douleurs chroniques post-opératoires en général, sont pas très fans de génétique.
Donc, il s'est pas trop exploré ce genre de facteur de susceptibilité, mais en fait, moi, mon papa a été opéré 2 fois dans sa vie, 2 fois, il a développé ça. Et moi, j'ai été opérée, donc là, 2 fois au final, et pareil, à chaque fois, ça vient. J'ai eu déjà un début de réponse sur mes douleurs, parce que bon, on va dire que ça explique une partie, pas tout, mais au Non, final... mais une explication, ça, quand on est en errance médicale monstrueuse et longue comme la tienne, c'est important d'essayer de comprendre, enfin, d'avoir des réponses. Ouais, c'est important. Après, moi, je pense que j'avais fait mon deuil. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je saurais jamais. Vraiment, je me suis dit, je saurais jamais. On m'a tellement toujours dit que c'était dans ma tête, et aussi, on a beaucoup accusé mes études. Il y a beaucoup de médecins qui m'ont dit, non, mais vous êtes stressé à cause de la médecine, c'est pour ça que vous avez mal. Bon, alors j'avais mal avant de faire médecine. Maintenant que je suis interne, on me dit, non, mais vous avez mal parce que vous êtes stressé, vous êtes interne. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est vrai que là, ça a apporté une réponse plus concluante, on va dire, qui me permettait de mieux savoir ce que je vivais. Peut-être un traitement, on va dire, pour une part, donc c'est aussi beaucoup d'espoir, parce que j'avais plus rien, honnêtement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en parallèle de tout ça, depuis plusieurs années, on aurait pu imaginer, et pour des raisons complètement naturelles liées à tes études et la mobilisation de ton cerveau sur ta survie et surmonter ces douleurs, mais au lieu de te renfermer, sans parler de ta santé mentale, au lieu de te renfermer sur toi, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la vie d'autres gens qui souffrent et qui souffrent de plusieurs volets, de maladies souvent féminines qui sont pas bien accueillies ou crues, de douleurs invisibles et de handicaps invisibles. C'est un énorme sujet. Est-ce que tu peux raconter comment tu as été amené à te mettre au service des autres et de la communauté des gens qui souffrent? Alors, en fait, c'est que moi, j'ai toujours aimé dessiner. Et en fait, à un moment, j'ai eu envie d'illustrer des témoignages de personnes qui vivaient la même chose que moi. Moi, comme je le dis, je l'ai beaucoup, beaucoup caché. Hein. Franchement, avant Draw Your Fight, je n'en parlais jamais. Alors, Draw Your Fight, ça veut dire... dessine ton combat. Dessine ton combat. C'est exactement... En fait, c'est de là où devient le nom. En fait, moi, j'en parlais pas. Je demandais juste des aménagements à la fac pour ma survie, entre guillemets. Et c'est vrai que un jour, j'ai eu envie de porter l'histoire des autres. Parce que j'arrivais pas à porter la mienne. Et donc, c'est parti comme ça, sur les réseaux, à dessiner des témoignages, etc. Et en fait, un jour, le compte Draw Your Fight, Dessine ton combat, a atteint les 20 000 abonnés. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose, on peut faire plus. Voilà, j'ai toujours eu envie que le système de santé change. Toujours envie d'une meilleure prise en charge pour moi, mais franchement, beaucoup pour les autres. On va dire que j'ai tendance à m'oublier un peu. À peine. Et voilà. Et donc, c'est vrai que je suis partie dans cette idée. Et donc, j'ai fondé une association. Mais en fait, qui s'appelle Draw Your Fight, parce que c'était le nom du projet à l'origine, de Dessine ton combat. Mais de base, alors moi, mon idée était assez, petite. Je voulais simplement, peut-être faire des livrets qui expliquaient un peu avec des dessins, parce que moi, je me rappelle que, justement, quand j'ai rencontré, le premier professeur, qui, justement, après m'a suivi pendant longtemps, il m'avait remis un livret qui était moche, qui était gris, je comprenais rien, c'était très compliqué. En plus, à l'époque, j'avais 20 ans, franchement, alors vos phrases à rallonge, bref, j'y comprenais rien. Et donc, je m'étais dit, je vais faire des livrets, voilà. Et en fait, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'en fait, ça m'a un peu portée. Et au fur et à mesure, des gens sont venus me dire « Ah, mais je peux t'aider, je peux devenir bénévole dans l'association, etc. etc. » Et au final, il y a une vraie association, entre guillemets, parce qu'à l'époque, ceux qui avaient signé pour créer Draw Your Fight, les premiers à signer, c'était des proches à moi qui s'en fichaient, qui m'aidaient pas. C'était juste pour me permettre de le créer, parce que tu peux pas être toute seule, en fait, pour créer une association. Mais en réalité, j'étais toute seule. Et au final, ça s'est rajouté au fur et à mesure, et ça a créé un peu... une pieuvre, souvent, comme je dis, parce qu'on a réussi à s'étendre dans d'autres régions, à développer plein de projets, notamment l'éducation thérapeutique, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire, en gros, permettre aux patients qui sont nouvellement diagnostiqués de mieux comprendre leur maladie, mieux comprendre leur traitement, parce que moi, il m'a fallu
en fait, faire médecine pour comprendre ce qu'était le neuropathique, comprendre ce qu'était l'hypersensibilisation centrale, parce que dans mon cas, ça a un rôle aussi très fort, le fait que le système nerveux se modifie à force d'être stimulé par la douleur, parce que ça fait 8 ans que j'ai mal en continu. Et donc tout ça, l'expliquer aux patients et pouvoir, pour aider les patients en fait à développer des choses qui leur permettent de continuer à vivre malgré la douleur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé. Et c'est vrai que par cet intermédiaire-là, de la sensibilisation aussi, faire comprendre ce qu'est le handicap, faire comprendre ce qu'est la douleur, l'impact de la douleur au quotidien, le fait que ça limite les mouvements, le sommeil, que ça a un impact sur l'humeur, tout ça, cette sensibilisation-là, en fait, elle m'a fait beaucoup de bien à moi-même. Et c'est comme ça un peu qu'on va dire que j'ai réussi à avancer et à développer les actions. Parfois, honnêtement, ça m'a aussi sauvée. Quand j'étais vraiment au plus bas et que j'étais vraiment très suicidaire, ça m'a vraiment beaucoup tenue d'avoir des projets, d'avoir une envie de me battre. Des gens qui comptent sur toi? Voilà, c'est ça. Et c'est au fur et à mesure, les projets allant et grandissant, c'est vrai que j'ai réussi moi-même, on va dire, à avancer dans mon acceptation de ma pathologie, de mes douleurs. Voilà, c'est vrai que je pense en 2022, j'ai créé l'association. Je pense que vraiment 1 an plus tard, je pouvais dire que j'avais accepté ce qui m'arrivait. J'ai été vraiment... Voilà, aujourd'hui, j'ai un recul sur tout ça et j'accepte, en fait. Vraiment, je sais que la vie est comme ça et que j'aurai mal toute ma vie. On m'a dit que j'aurais mal toute ma vie. Les médecins me l'ont dit plusieurs fois. J'ai espoir que ça diminue, que ça aille mieux, etc. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je fais mes projets de vie en prenant en compte tout ça.